Bonjour à toutes et tous. On commence juste à l'heure, hein, donc ravi d'aborder un thème extrêmement sensible, hein, plein de facteurs de complexité. On a de la chance parce que les panélistes qui sont autour de moi ont des points de vue, des démarches extrêmement complémentaires dans ce domaine de la filière textile et des sujets des droits sociaux au travail et des droits fondamentaux. Dans un secteur où la chaîne de valeur est évidemment assez éclatée, comme tout le monde le sait, avec des problématiques qui nous amènent jusqu'à la responsabilité du consommateur dans ses achats au quotidien sur les vêtements que nous portons chaque jour. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 femmes dont les parcours nous permettent de nous assurer qu'il va y avoir un éclairage extrêmement complémentaire sur cette problématique. Je vous ferai, moi, pour ma part, je suis juriste, donc un petit topo à mi-parcours sur un enjeu assez technique, mais qui a son importance. J'espère que je vous la mettrai en relief. C'est comment les clauses RSE dans les contrats peuvent apporter une sécurité juridique pour le donneur d'ordre, et puis surtout une efficacité opérationnelle sur le terrain. Et vous verrez, je l'espère en tout cas, qu'aujourd'hui, on est loin du compte. À ce stade-là, l'idée étant d'avoir quand même un tout petit temps de questions-réponses avec vous, j'espère, mais il est vrai que sur un laps de temps d'1 heure, d'une part, je vous demande d'excuser la concision des réponses à certaines questions, le but étant d'avoir plusieurs éclairages. Donc évidemment, il sera compliqué d'approfondir différentes thématiques spécifiques. Pour autant, les propos introductifs, et c'est de cette façon-là que la table ronde va être menée, il y aura un propos liminaire de 5 minutes de la part de chacune d'entre elles qui vous permet d'avoir une idée plus précise de d'où elles opèrent et quelles sont les démarches qu'elles mettent en œuvre au sein de leurs différentes organisations. Et ensuite, on aura un jeu de questions-réponses entre nous. Et puis enfin, je l'espère, un temps qui permet de votre côté d'avoir des questions qui vous permettent d'avoir un éclairage que vous souhaitiez sur un point que nous n'aurions pas abordé. Voilà l'idée du programme de cette heure. Donc, m'entoure là aujourd'hui Alexia Tronel, qui vient aussi du monde des ONG, qui a monté une marque qui s'appelle les Ateliers Bartavel à Marseille, mais qui précisément aujourd'hui va nous parler d'une dimension d'activité sous forme associative, qui, vous allez le voir, peut contribuer aussi à la qualité des conditions de travail et du sort, et avec une dimension très basée sur l'artisanat, les pays méditerranéens, et je laisserai Alexia en parler. Ensuite, et c'est en cela qu'il y a un petit peu, moi c'est pour ça que je suis au milieu, c'est qu'à ma gauche, on a 2 femmes qui opèrent au sein d'organisations sous forme associative, et donc qui ont un rôle à jouer dans les chaînes de valeur textiles, avec une intervention qui se fait sous le statut d'association, ce qui est assez singulier et intéressant. Donc Martine Combmal, qui est juste à ma gauche, qui travaille sur ces enjeux-là depuis 25 ans, qui est l'auteur de 24 ans, qui est l'auteur notamment, co-autrice du Que sais-je sur l'audit social, et qui va nous évoquer les actions, les démarches de ressources humaines sans frontières sur ces sujets-là, et qui va nous permettre notamment d'illustrer dans un pays complexe comme la Chine, qu'est-ce qui, par exemple, peut être mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail. Enfin, à ma droite, nous allons avoir le point de vue, alors, pour le coup, d'entreprises qui opèrent et qui sont en situation là, de donneur d'ordre et en situation d'avoir à acheter, s'approvisionner, autant en matières premières que d'acheter des prestations de façon et jusqu'à la production d'un produit textile final. Donc Nathalie Lebas-Vautier, que vous connaissez sans doute pour avoir aussi dans l'univers de la mode cofondé il y a 15 ans Ekiog. 18 ans. 18 ans, pardon. Et qui aujourd'hui va nous parler de The Good Fabric, qui joue un rôle fort de l'expérience d'Ekiog, qui est un pure player de la mode éthique, prenant en considération toutes ces dimensions-là. Aujourd'hui, l'activité de Nathalie, elle consiste aussi à accompagner des marques qui veulent justement s'assurer du mieux qu'il est possible de la qualité sociale des produits dans l'univers du textile. Et puis enfin, nous aurons Aurélie Pruvot, qui est
Sustainability Manager au sein de H&M France depuis maintenant un peu plus d'1 an et qui auparavant a une longue expérience, notamment au Vietnam et au Cambodge, de terrain, sur ces dimensions-là de conditions de travail dans une chaîne d'approvisionnement textile au sein toujours du groupe H&M. Donc voilà les points de vue que nous allons entendre. Je propose sans tarder tout de suite de passer la parole. Alors on va passer dans cet ordre d'apparition, assez logiquement. Et Alexia, je te propose de commencer, de lancer le bal. D'enlever mon masque. Et moi je me remasque. J'ai l'impression d'assister à un débat politique. Donc je m'appelle Alexia. En effet, ici, je viens pour présenter une association qui s'appelle Itinérance Méditerranée. On a différentes expertises ici. L'idée, c'était vraiment d'apporter un éclairage sur une partie de la RSE, une échelle qui n'est pas industrielle, en fait, celle de l'artisanat, celle de l'économie, en fait, qu'on appelle informelle, qui représente aujourd'hui 300 millions de travailleurs à domicile, selon des chiffres de l'OIT. Et donc, qui, en fait, est aussi une partie cachée de notre industrie aujourd'hui et qui présente, en fait, des enjeux clés pour pouvoir proposer une économie plus inclusive. Donc, voilà. Donc, nous, partant de ce constat, en fait, on a créé Itinérance dans l'idée de générer des opportunités économiques pour ces travailleurs à domicile qui sont au bas de la chaîne d'approvisionnement, et donc vraiment de créer vraiment entre l'offre et la demande une envie de valoriser l'artisanat responsable. Donc voilà, Itinérance aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est une association. Donc en effet, c'est un modèle qui n'est pas le modèle de la marque classique. C'est une association qui regroupe des artisans en Méditerranée et ce qu'on appelle des changemakers, des acteurs de changement. Donc c'est des personnes qui sont sur des projets, des entreprises sociales et qui apportent des solutions dans le textile. Donc l'idée, ça a été pour nous de sourcer, de cartographier ces acteurs et d'aller proposer avec eux des éditions de vêtements en co-création et par la suite de documenter tout le process de création, donc vraiment d'être sur une approche de valorisation de chaque acteur et de chaque étape des process. Pour revenir juste sur une idée plus générale, parce qu'après on va un peu switcher quand même sur de l'industriel. Voilà, c'est une vision de l'économie inclusive et c'est un peu une vision de comment on pourrait glisser aussi dans notre approche sur un paradigme qui favorise une production plus locale, où les savoir-faire sont valorisés, où les savoir-faire ils sont complètement défendus, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train de disparaître. Et donc voilà, donc c'est un peu ce qui nous tenait à cœur. Aujourd'hui aussi, un autre fait, tu me dis si je parle trop, c'est que en fait, cette industrie représente largement des femmes, c'est 80% de femmes, et donc c'est un enjeu en fait l'artisanat, parce que c'est des femmes qui peuvent dans certaines conditions, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Martine, mais les femmes peuvent travailler à domicile, et donc ça veut dire que ça peut, d'une certaine forme, respecter leur façon le fait qu'elles puissent s'occuper de leur famille, et aussi se sentir en sécurité. Parce que dans pas mal de pays, c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que dans mon petit tour, c'est à peu près ça. Nous, si vous avez des questions sur comment nous mesurons l'impact de nos projets, on est vraiment sur des projets à taille humaine. C'est un peu, on a toujours à chaque fin de mission un rapport sur l'impact social. Mais on n'est pas dans une volonté d'avoir des labels, d'avoir des standards, parce que c'est vraiment, en fait, chaque projet est unique, et à chaque projet, on est vraiment dans une adaptation totale de ce qui va se passer, parce que on n'est pas dans une standardisation. Voilà. Je pense que... Peut-être nous préciser pour quelle raison ce choix du bassin méditerranéen ? Est-ce qu'il y a une raison à cela ?
en particulier? Oui, il y a une raison qui est totalement économique et culturelle aussi. Aujourd'hui, en fait, on a vu, notamment, on parle beaucoup des principaux pays producteurs, du Bangladesh, de la Chine, dans tous ces débats. Moi, je trouvais que c'était très intéressant de voir un peu plus près, parce qu'en fait, nos modèles économiques, ils vont quand même tenter de se rapprocher de nos marchés et d'avoir des chaînes de production qui sont plus agiles et où on peut y aller plus facilement. Donc là, c'est une première réponse à ça. La seconde chose, c'est qu'aussi on a des acteurs qui sont majeurs autour du bassin méditerranéen. Il y a la Turquie, qui est un des principaux partenaires quand même de l'Union européenne. On a la Tunisie, qui est un grand partenaire de la France, le Maroc. Et de l'autre côté de la rive, on a la France, l'Italie et d'autres pays. Donc en fait, l'idée, c'était que via ce choix géostratégique, en fait, on pouvait aussi montrer que le textile, c'est un autre lien social, un dialogue, et donc aussi créer des opportunités pour les marques. Merci Alexia, en plus d'avoir... je suis le timekeeper, c'est pas le rôle le plus aimable, hein, donc j'ai même pas eu besoin d'intervenir. Je t'en remercie. Peut-être avant que Martine nous évoque la démarche de Ressources Humaines Sans Frontières, à rappeler donc les donneurs d'ordre, en particulier en France, sont assujettis à un certain nombre d'obligations sur la prise en compte des enjeux environnementaux, mais qu'au-delà de ça, et sociaux, bien entendu, c'est l'objet principal de cette table ronde. La France, et Martine qui me l'indiquait aujourd'hui, annonce tout récemment qu'elle voulait aussi avoir un rôle pionnier, de leader sur la lutte contre le travail des enfants, qui est évidemment un vrai sujet. Donc les positionnements aussi des autorités publiques peuvent avoir de l'influence sur les pratiques de certains secteurs. Si j'introduis le propos de Martine sous cet angle-là, c'est parce que la singularité aussi de Ressources Humaines Sans Frontières, c'est d'avoir parmi les contributeurs, partenaires, en collaboration, le ministère des Affaires étrangères. Et c'est en cela vraiment que le témoignage de Martine va être assez éclairant sur de quelle manière des acteurs assez hybrides, comme RHSF, peuvent apporter des solutions opérationnelles vraiment liées à une industrie. Et là, en particulier, Martine va notamment... nous amener en Chine, entre autres choses, sur la façon dont s'illustrent les actions et les démarches de RHSF. Merci Martine. Merci. Ça marche. Donc je vais essayer d'être courte. Vous m'avez dit 3 points. Retirer le masque. Ah oui, c'est vrai. 3 points. Donc, pourquoi RHSF? D'abord parce que c'est complexe. La chaîne de sous-traitance, la chaîne de valeur, c'est complexe. C'est complexe parce que déjà, on part dans plusieurs pays, plusieurs produits, et les causes sont endogènes à l'entreprise, aux entreprises, mais en même temps exogènes, culturelles, économiques. Et donc, le deuxième point, c'est on ne peut pas, sur des sujets aussi complexes, avoir des solutions simples. Donc, effectivement, dans la loi sur de vigilance, on demande d'analyser les risques sociaux et effectivement des solutions simples comme les audits de conformité en masse ne sont pas des solutions forcément appropriées à ce problème. Il y a des solutions simples qui sont intéressantes, mais il faut les creuser. Je pense par exemple à des programmes comme les employeurs payent les honoraires des travailleurs migrants qui vont travailler dans une usine pour éviter le travail forcé. On a analysé ces programmes-là, c'est des programmes simples, mais qui engendrent de la corruption, encore plus de corruption. Donc, puis il y a d'autres programmes, on en a parlé, le travail à la maison ou les Workers' Voice. Ce qu'on dit, c'est que face à une solution complexe, des problèmes complexes, on ne peut pas agir simplement. On ne peut pas être dans le manichéisme, il n'y a pas les bons et les méchants, et on doit travailler avec tout le monde, et de façon responsable. Alors, c'est comme ça qu'on a créé Ressources Humaines Sans Frontières. L'objectif est de prévenir le travail des enfants et le travail forcé. C'était en 2005. Et dans l'esprit, d'ailleurs, de la loi de vigilance, puisqu'on travaille pour les personnes impactées et non pas pour les entreprises. On travaille avec les entreprises, mais on représente les personnes impactées par les entreprises.
ce qui nous met dans une situation d'indépendance. Ça, c'est important. Et en même temps, on ne peut pas travailler sans les entreprises. Et c'est trop complexe pour travailler seul dans son coin et être manichéen. Voilà. Donc, Ressources humaines sans frontières a été créé à partir de ça. Nous travaillons sur des hypothèses de travail. Nous avons 3 hypothèses. La première, c'est qu'on peut améliorer les droits de l'homme au travail sans sacrifier on n'est pas obligé de s'appuyer sur la misère des autres pour bien vivre. Donc, on peut améliorer la qualité, la productivité et en même temps améliorer les conditions de travail. C'est le projet Chine dont je vais vous parler tout à l'heure. On peut travailler sur une chaîne de recrutement responsable et des RH responsables pour limiter les problèmes de travail forcé. Et sur le travail des enfants, notre idée, c'est l'idée de l'esprit de la loi. Donc j'ai un juriste aussi à côté. L'esprit de la loi, c'est pas de mettre les enfants en dehors de l'usine. L'esprit de la loi, c'est de développer leur employabilité, que leurs rêves deviennent réalité, que vous puissiez leur transmettre l'envie de travailler dans votre secteur d'activité. L'esprit de la loi, c'est que les enfants puissent avoir un rêve, comme tous nos enfants, et que ce rêve puisse devenir réalité. Donc l'esprit de la loi, c'est pas je mets les enfants à 18 ans, 15 ans dehors, c'est les mettre dans une situation de non-fragilité et qu'ils puissent derrière développer de l'emploi. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Ce 3e projet, c'est plutôt de travailler sur comment je fais pour que je transmette cette envie et comment des enfants de 7 ans, dans l'agriculture, on peut essayer de travailler pour leur donner envie un jour de travailler dans l'agriculture. Comment fait-on pour que l'agriculteur ait toujours l'impression de transmettre à son enfant l'envie d'être agriculteur, le travail d'agriculteur, mais comment on fait pour que ça devienne un véritable apprentissage guidé, travaillé, et que tout le monde soit fier de son travail, la fierté. Voilà. Donc, à partir de ça, nous avons créé, avec des entreprises intéressées et le ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle un lab, le lab 8-7, du nom de l'objectif de la cible de l'ONU 8-7, pour tester des solutions. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'être d'accord avec notre charte, de nous aider financièrement à payer ce lab comme on l'a demandé au ministère, et de nous ouvrir leurs entreprises et leur chaîne de sous-traitance pour qu'on puisse tester nos solutions. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a testé, ça s'appelle l'expérience zéro, on va demander à d'autres entreprises de tester ce qu'on a produit, c'est-à-dire les méthodologies, de regarder si ça peut marcher. Et après ça, on donne tout à l'intérêt général. Donc c'est un cercle vertueux, en fait. On teste, il faut du temps. Il faut accepter de prendre du temps. Et ça peut marcher. Donc en Chine, j'ai dépassé ou pas? Non, vous êtes parfaitement dans le timing, Martine. Bon, en Chine... En Chine, on a demandé à un donneur d'ordre qui s'appelle Petzl. On lui a dit on voudrait tester une solution. On voudrait prouver qu'on peut améliorer les conditions de travail tout en améliorant la performance de l'entreprise. Et ça y est, j'ai dépassé, stop. Non, c'est bon, poursuivez. Et on lui a dit on voudrait tester cette solution. Est-ce que vous nous ouvrez votre chaîne de sous-traitance? Est-ce qu'on peut aller voir ensemble un de vos sous-traitants en Chine ou en Malaisie? On n'avait pas d'idée préconçue. Et pour voir s'il est d'accord pour tester cette solution. Donc on a trouvé une entreprise qui a bien voulu tester la solution. Nous avons commencé à distance et puis en présentiel. Et au bout d'un an, l'entreprise sous-traitante a dit, mais finalement, vous devez entrer dans nos comptes. On voit bien que vous voulez changer le système de rémunération quelque part. On voit bien que vous avez besoin d'aller plus loin. Et du coup, on ne veut plus que le donneur d'ordre finance. C'est nous qui allons le faire. Donc là, c'était gagné parce que c'est le sous-traitant qui a dit, nous, on veut travailler là-dessus. On a compris. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, une fois qu'on a réussi le projet, le chef d'entreprise m'a dit, mais moi, je suis content, je voudrais augmenter tout le monde. Je lui ai dit, non, on n'augmente pas tout le monde, on le fait dans le cadre d'une stratégie, etc. Et il a dit, je vais le publier, qu'une ONG française m'a empêché
d'augmenter mes salariés. Enfin, c'était pas voilà. Et donc cet exemple, Martine, juste pour préciser, nous sommes dans l'industrie textile. On est dans l'industrie textile et dans le tissage. On voulait aller jusqu'à la teinture, jusqu'au coton, mais on n'a pas réussi dans cette phase-là. Finalement, on est resté 2 ans, nuit et jour, immersion complète. Et au bout de 2 ans, donc je fais court parce que j'ai dépassé le temps, au bout de 2 ans, on a pu prouver, on a réduit le turnover de 100 à 5%. Les heures supplémentaires ont diminué. On a pu créer un comité santé-sécurité avec des ouvriers élus. On a changé le système de rémunération pour intégrer le fait qu'il fallait que ce n'était pas les heures, qu'ils n'étaient pas rémunérés par les heures supplémentaires, mais par la qualité du travail et autres. On a intégré dans les rémunérations la santé-sécurité, etc. Donc on les a accompagnés dedans, à l'intérieur. On a écrit un guide, mais après, quand on est 2 ans dans une entreprise, ça marche bien, mais on ne peut pas renouveler l'expérience. L'idée, c'est de dupliquer. Donc, dans la duplication, une autre entreprise de notre lab a décidé 2 autres entreprises d'ailleurs, ont décidé de le dupliquer, un dans sa filiale, 2 dans deux entreprises sous-traitantes, pour voir à distance comment ce guide qu'on avait fait était compris. Pas tout à fait compris, donc on retravaille là-dessus. Et là, on est en expérience 1, et maintenant, on va être capable d'avoir un guide. Avec le Covid, l'entreprise qui a fini ce projet il y a 4 ans maintenant a pu garder ses ouvriers. Les entreprises autour ont fait grève parce qu'ils voulaient avoir le même système de rémunération parce qu'ils n'avaient pas d'heures supplémentaires. Et on a pu prévenir aussi les travails forcés et le travail des enfants. Voilà. Merci Martine. Bon, je suis désolé, vous avez vu, je les contrains, mes panélistes, on les sent un peu crispés en se disant je ne vais pas pouvoir tout dire et tout. Vous pourrez revenir, Martine, sur certains points. Mais l'idée, c'est d'avoir dans ce premier temps un panel de points de vue sur ces démarches-là. Donc là, vous avez vu cette singularité qui est... nous ne sommes pas dans l'audit, c'est dans les stratégies de RH. Au sein d'un sous-traitant. Il y avait environ 1000 salariés, je crois, au sein de 1000 salariés. Et donc, c'est la mise en place d'une démarche de ressources humaines avec, comme vous le voyez, un accueil bien différent de celui que l'on peut imaginer ou vous pouvez connaître si vous êtes de la filière, de toute filière confondue. Savoir qu'accueillir un auditeur, c'est jamais très drôle pour un fournisseur, surtout qu'on peut en accueillir à différents rythmes, avec les mêmes questions, mais pas les mêmes grilles de notation. Ça peut être un processus extrêmement pénible et finalement inefficace pour les fournisseurs. Donc là, c'est ce qui fait cette singularité avec du côté de RHSF, le choix des projets, donc qui est une espèce de garantie qu'ils n'interviennent pas comme un prestataire de service à la demande d'un donneur d'ordre. C'est assez original, je trouve, sous cette dimension-là. Alors avant de passer sur les acteurs qui produisent des vêtements et donc qui achètent et qui sous-traitent, moi, je veux faire ce petit point sur l'aspect juridique, parce que ces dimensions-là, elles sont... c'est pas les plus drôles, elles sont un peu rébarbatives, mais le droit peut avoir un rôle... soit il est là, soit il n'est pas là. Alors, le droit, il existe, il impose des choses. Vous avez tous et toutes entendu parler dans cette salle de la loi sur le devoir de vigilance, qui impose aux donneurs d'ordre de mettre en place des démarches permettant d'atténuer, de prévenir, d'identifier les risques graves pour les tiers. Et parmi ces tiers, les fournisseurs, et parmi ces fournisseurs, les salariés des fournisseurs, sans limite de périmètre, ce qui peut nous amener évidemment dans une interprétation très extensive de cette loi jusqu'à la mine, suivant les filières d'activité. Donc il y a un champ très large. Et donc quand on est donneur d'ordre aujourd'hui en France sur ces sujets-là, évidemment, se pose la question de qu'est-ce qu'on met dans les contrats avec ces fournisseurs ou sous-traitants qui peuvent opérer dans des pays à gouvernance perfectible où un certain nombre de droits fondamentaux ont du mal à être respectés. Alors, ce que je voulais vous apporter comme éclairage, c'est que suite à des travaux qu'on avait pu faire un temps, donc Affectio Mutandi, où on est une hybridation un peu de Publicis et de Greenpeace. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on a une pratique du conseil qui est un peu du militantisme. Je suis un ancien activiste, je dirigeais une ONG qui s'appelle Sherpa, que vous connaissez peut-être. Et puis ensuite, j'étais chez Greenpeace. Mais donc, on apporte un éclairage sur ces sujets-là, qui est notamment un éclairage juridique, qui est ma partie.
Et après le drame du Rana Plaza, on avait été sollicité par Nicole Brick. Vous avez sans doute entendu parler d'un rapport qui a été fait par le point de contact national de l'OCDE français sur le sujet. Et ça nous avait donné l'occasion d'analyser les clauses RSE qui avaient été utilisées et qui étaient dans les circuits à l'époque du drame du Rana Plaza, utilisées par les entreprises donneuses d'ordre françaises. Ce que l'on avait pu constater à l'époque, nous sommes en 2013, ce que nous avons constaté encore récemment, en 2019, avec une autre étude que l'on a faite, c'est que l'état des lieux des pratiques dans les contrats est encore plus que perfectible. Et je vous donne un peu les fondamentaux. Une clause RSE aujourd'hui, ça y est, il y en a partout. Enfin, dans tous les contrats, il y a une clause RSE. C'est devenu, comme on peut l'appeler, une clause usuelle. Elle est souvent greffée à une charte achat, une charte fournisseur qui est rendue publique, qui émet un certain nombre d'engagements publiquement qui sont assez génériques, qui parlent du respect des grands principes de l'OIT, des conventions de l'OIT, des grands principes de droits fondamentaux, etc. Mais les clauses RSE qui sont dans les contrats, celles qui, le jour où il y a un pépin, sont lues, se révèlent juridiquement nulles. Pour la très, très, très grande majorité, pour des raisons assez claires, elles sont totalement déséquilibrées, elles manquent de précision, elles ne sont pas contextualisées. Quand on achète une machine-outil en Allemagne ou que l'on achète un produit textile en Asie du Sud-Est, intuitivement, on se dit que ce n'est pas la même teneur d'engagement et d'obligation qu'il y aura dans la clause RSE. Et bien pourtant, dans la pratique, encore aujourd'hui, on voit très largement qu'il s'agit de la même clause RSE. Donc là, il y a un problème de contextualisation. Évidemment, ça fait partie des grands challenges, parce que quand on est un grand donneur d'ordre disposant de... C'est moi qui m'arrête là d'ailleurs, ça y est, moi aussi je m'astreins à ça. Pour terminer là-dessus, c'est que la contextualisation devient extrêmement importante. On n'achète pas de la même manière selon les zones géographiques, selon les gouvernances publiques, et qu'évidemment, le contrat, donc aujourd'hui, a des gros points de faiblesse, mais c'est aussi à quel point, et c'est ce que je comptais donc mettre en avant, c'est un vrai facteur de traduction de la coopération du donneur d'ordre avec ses sous-traitants. En fonction de la sanction que vous appliquez sur le non-respect d'une clause RSE, vous faites preuve ou pas d'une coopération. Mettre en place un plan d'action correctif plutôt que de résilier le contrat immédiatement, c'est mieux, quelle que soit la zone de sourcing. Donc je m'arrête là, mais enfin, vous voyez comment la clause RSE, qui aujourd'hui vit un peu toute seule au milieu d'un contrat qui, lui, est doté de plusieurs clauses, elle est neutralisée dans la vraie vie de la relation, de la transaction commerciale. Et en fait, lui donner une vie un peu plus riche et y mettre l'esprit de coopération à travers différentes clauses techniques, c'est tout l'enjeu. Et si vous voulez, on pourra en reparler et on pourra vous communiquer un certain nombre de vidéos, de choses sur ce sujet-là volontiers. Mais maintenant, il est temps de passer la parole aux opérateurs qui opèrent dans cette filière avec des expériences de comment l'on traite ces grands enjeux de droits fondamentaux au travail dans une chaîne d'approvisionnement de textile. Et Nathalie, je vais te demander si tu veux bien de nous témoigner de la manière dont vous appréhendez ces sujets-là chez Good Fabric. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Moi, je suis avant tout aussi une entrepreneur parce que aborder le volet social, environnemental, mais le lier à une vertuosité économique est vraiment importante. Moi, j'ai démarré en 2004 et en 2004, personne ne se souciait, ou très peu de personnes, du respect de l'environnement, du respect, en tout cas, social, on va dire, parce que c'est un terme assez générique et quand on va sur le terrain, on se rend compte que ça implique beaucoup de choses. Et comme il l'a été dit, l'audit, j'en ai vu beaucoup, nous en faisons chez Good Fabric aujourd'hui, n'est pour moi pas une solution et juste un outil qui va permettre de faire connaissance avec les parties prenantes. Et ça ne vous a pas échappé que l'industrie textile était une industrie extrêmement fragmentée où il y a énormément d'acteurs. Et lorsque j'ai démarré en 2004, moi j'ai démarré par les filières de coton biologique avec des cotonculteurs qui étaient très peu nombreux. Et j'ai démarré sur le territoire indien avec lequel nous exerçons toujours. Parce que la RSE, au-delà d'être du bon sens, c'est aussi de la fidélité et surtout dans les moments difficiles. Et des moments difficiles, j'en ai traversé un certain nombre avec mes équipes. Premièrement, de monter une filière quand personne, c'est-à-dire les consommateurs, ne s'y intéressent et que vous n'avez pas de solution concrète pour les mettre en place et surtout vous n'avez pas beaucoup d'argent, je peux vous dire que ce n'est pas simple.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas impossible. Moi, je l'ai démontré avec mes équipes et qu'en 2020, on se pose encore la question de savoir comment un modèle économique textile peut être vertueux. J'ai été utopiste pendant très longtemps. Maintenant, je suis raisonnablement optimiste, mais je vous avoue que parfois, sur ce que je vois sur le terrain, parce que je passe beaucoup de temps sur le terrain, à la fois chez mes clients, mais surtout dans les usines, sur les champs de coton, mais aussi dans des élevages, notamment de chefs cachemire en Mongolie. Parfois, c'est un peu décourageant. Cela étant dit, l'audit, et d'ailleurs je trouve que ce n'est pas un joli mot parce que je vais me concentrer sur le social puisqu'aujourd'hui c'est le thème. J'ai vécu beaucoup d'expériences d'auditeurs qui étaient moins bien payés qu'un ouvrier. Donc bon, évidemment, il va prendre un petit billet sous la table pour mettre une note A, c'est quand même vachement plus sympa que la C. Ça existe. En fait, il ne faut pas faire de déni de réalité. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre ont une vraie volonté de bien faire les choses. On ne peut pas leur enlever ça. Après, selon la taille de l'entreprise, les démarches sont diverses et variées et aussi ça dépend des moyens financiers qui sont mis à disposition. Et comme l'a très bien dit Yann, il faut, à travers un contrat RSE, qu'il ne soit pas écrit que d'un côté. Il doit être partagé, discuté, challengé et avoir un plan de progrès chaque année. Et ça, c'est vraiment important. Un audit ne se fait pas en une demi-journée ou en une journée, ce qui est dans la grande majorité des cas aujourd'hui. Lorsqu'on fait des audits chez Good Fabric, on y passe en moyenne une semaine in situ. Selon les pays, parce qu'il y a aussi un héritage culturel qu'il faut intégrer. Et Martine en a parlé et j'ai bien aimé ce que tu as dit à travers le rêve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement fermer une usine parce qu'un enfant a été identifié. La responsabilité des donneurs d'ordre, c'est de trouver une solution pour accompagner ces enfants dans une éducation qui leur donnera un job derrière. Sinon, c'est des milliers de personnes que vous mettez à la rue. Donc, c'est un principe de responsabilité qui, pour moi, est le plus important et de s'interroger toujours sur son action en se posant la question du sens du progrès. Est-ce que ce que l'on fait a un sens pour le progrès ? Et ça, on peut le voir, que ce soit dans les cultures biologiques, dans le bien-être animal, dans le social. Mais finalement, le social, il est présent partout. On ne construit pas une entreprise sans de bonnes équipes, en mettant l'humain au cœur de son entreprise. C'est la même chose pour un confectionneur, un tisseur, un cotonculteur. Et en fait, on pourra faire tous les audits, toutes les chartes, mais en tout cas, la meilleure expérience dont je peux vous témoigner, c'est d'être sur le terrain et de considérer toutes les parties prenantes et de les prendre au sérieux et de les écouter. Et surtout d'échanger avec les ouvriers qui sont derrière leur machine parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est pas aller manger au restaurant le midi avec le dirigeant, c'est aller manger à la cantine avec les ouvriers déjà pour voir que ce qu'ils mangent, est-ce que c'est de bonne qualité. C'est d'aller voir chez eux la façon dont ils vivent pour savoir si le salaire qu'ils reçoivent est un salaire décent. Alors, ce n'est pas forcément le salaire moyen dicté par un gouvernement, mais véritablement qui répond à un besoin de confort de vie, de mettre un peu d'argent de côté, de financer les études des enfants. Et en fait, ça, c'est la réalité. Et voilà, donc la facilité met en risque les entreprises. Et donc, voilà. Non, je suis parfaitement dans le timing. Mais c'est dingue. Mais j'aurais encore plein de choses à dire, mais je sais bien et on y reviendra. Mais alors peut-être un dernier mot. Une autre chose, c'est que ce qu'on peut observer, c'est que l'humain a un coût et que c'est souvent une variable d'ajustement qui est trop utilisée dans notre industrie, hélas. Et enfin, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on parle beaucoup d'ACV aujourd'hui et on travaille dessus sur l'analyse du cycle de vie des produits. Et aujourd'hui, en tout cas dans les mois à venir, on va mettre en place une ACV sociale parce que ça me semble important que quand on achète un produit qu'il vient d'Inde, du Bangladesh, de la Chine, mais aussi d'Europe, il ne faut pas l'oublier, et de France bien sûr, et bien de montrer à quel point l'humain
humain est au cœur de l'éco-conception d'un produit et on pourrait même parler d'éco-socio-conception. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et il ne faut pas oublier aussi que ces audits, ces voyages sur le terrain ont un coût, que trop souvent, ils sont supportés non pas par les donneurs d'ordre, mais par les usines. Et pour beaucoup travailler avec le Portugal, certains de mes clients qui sont très, très, très engagés, notamment dans l'agroalimentaire, ils exigent absolument des certifications sociales, environnementales, mais les entrepreneurs portugais n'ont pas les moyens de les payer alors que leurs usines sont extrêmement vertueuses d'un point de vue social et environnemental. Donc parfois, on peut être confronté à des difficultés financières juste pour avoir un label, un peu le Graal en quelque sorte. Et il faut aussi se méfier de ça parce que, par exemple en France, pour avoir visité quelques usines, très peu ont une certification Ocotex pour les teintures, que ce soit GOTS pour le coton biologique, ou encore moins Fair for Life ou Fairtrade ou SA 8000. Et vous n'en avez pas, parce que aussi c'est une question de moyens, ça a un coût. Et donc il faut avoir une vision de long terme avec les parties prenantes et notamment les donneurs d'ordre. Merci Nathalie. Et on reviendra de toute façon tout à l'heure sur ce sujet absolument emblématique. Tout ce dont nous parlons, effectivement, ça a un coût. Donc le coût de la vigilance, si on peut le résumer ainsi, qui doit le prendre en charge? On aura l'occasion d'y revenir dans le second temps de la table ronde. Aurélie, je te propose de poursuivre et nous donner un petit peu des éléments sur la façon dont H&M traite ces sujets. Merci pour cette invitation et merci de me donner la parole pour parler d'un sujet qui est important pour nous, pour H&M. Et je pense que je vais faire écho à beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Je pense que on va parler exclusivement des droits humains sur la chaîne de production, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, mais bien évidemment, les droits humains, ça va bien au-delà de la chaîne de production. Donc, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas forcément H&M et pour ceux qui ne connaissent pas forcément comment des donneurs d'ordre de notre taille sont organisés, pour recadrer un peu nos marges de manœuvre et notre mode d'action dans la chaîne de production, on vend nos collections dans environ 70 pays dans le monde et on produit dans 38 pays. Nous avons des bureaux de production dans ces 38 pays-là. Et ça, c'est quelque chose on parlait tout à l'heure de moyens mis en place, c'est quelque chose qui fait vraiment une différence pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en général, l'industrie fonctionne souvent soit par des donneurs d'ordre qui sont assez loin de leur chaîne de production, ou soit ils sont centralisés sur des hubs. Si on parle de l'Asie, souvent les marques ont leur hub à Hong Kong et ils gèrent le reste de l'Asie de Hong Kong. Nous avons fait ce choix d'investir donc, depuis les années 90 dans des bureaux de production avec des équipes en place dont je faisais partie, comme tu disais en introduction, donc au Cambodge les années passées. Chez H&M, on est également une grande équipe sustainability. On est plus de 200 à avoir une fonction sustainability. À la fois donc dans les pays de production, à la fois donc au siège à Stockholm et dans certains pays de vente comme la France. Je pense qu'on n'a pas évoqué cet élément, mais qui est capital, qui est que la majorité des donneurs d'ordre ne possèdent pas d'usine. Donc les donneurs d'ordre ont des contrats avec les usines et elles partagent les usines avec plusieurs marques, dont la collaboration est essentielle du coup avec ces marques-là. C'est pour ça que je parlais beaucoup d'éco. On parlait de partenariat et de relations étroites et de confiance avec les fournisseurs. C'est vraiment sur ça que le changement peut se faire, d'où l'importance de cette présence locale. Pour donner un élément, sur notre bureau du Bangladesh, il y a 650 collaborateurs H&M qui sont exclusivement dédiés à manager, à gérer les fournisseurs sur place. Donc c'est vraiment des relations hebdomadaires, quotidiennes avec notre chaîne de production sur place. On parle donc de droits humains et de la gestion dont on peut traiter les systèmes d'alerte en place et de la gestion dont on peut traiter les violations aux droits humains en général dans toute la chaîne de production.
Bien évidemment, il est important de rappeler, même si ça semble évident, que tous les produits que nous faisons fabriquer doivent bien évidemment être traités avec respect et donc dont les ouvriers doivent bénéficier de bonnes conditions de travail. Cela étant dit, on peut dire beaucoup de choses, mais bien évidemment tout ça c'est cadré dans un cahier des charges, on en parlait tout à l'heure, un cahier des charges qui est donc contextuel, qui est bien évidemment, on parle d'exigences minimum, on parle d'audit, mais il est aussi contextualisé en fonction du pays, en fonction des risques qu'il y a dans certains pays, qu'il y a moins dans d'autres. Et ça, notre expérience sur le terrain depuis de nombreuses années nous permet d'évoluer, de faire évoluer ce cahier des charges. On parlait également de la relation qu'on peut avoir avec les ONG, les organisations sur place, que ce soit gouvernementales ou non gouvernementales, les associations, les syndicats, les fédérations des syndicats. Toutes ces parties prenantes-là sont également pour nous des systèmes d'alerte très 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 forts avec lesquels on collabore au quotidien. Moi, pour mon expérience, j'avais des relations très très proches avec les syndicats donc au Cambodge qui sont très actifs pour ceux qui connaissent un peu la situation au Cambodge. À la fois nos équipes en interne qui ont donc cette présence, que ce soit des équipes business, donc que ce soit des équipes qualité, merchandising, logistique, mais également les équipes sustainability qui sont donc ce système d'alerte permanent interne, mais également ce système d'alerte externe avec ces parties prenantes, nous permettent d'être réactifs et justement de construire à la fois une évolution du cahier des charges, mais également de construire avec nos fournisseurs sur le développement de leur performance sociale en l'occurrence, mais il en est de même pour l'environnement. Pour donner aussi on parlait d'audit, chez H&M Environ, on fait environ 2000 inspections par an, donc par nos propres équipes, et également on collabore dans certains pays avec une branche de l'OIT, qui est de l'Organisation internationale du travail, qui se nomme Better Work, avec qui on collabore pour les inspections. On pourrait parler des inspections dans le détail, enfin des audits dans le détail et comment ils sont faits et sous quel format, mais je pense qu'on prendrait beaucoup de temps. Mais l'élément que je voulais rajouter et qui est essentiel à tout ça, c'est que tu parlais tout à l'heure que ce n'était pas une finalité en soi, l'audit, et ça fait, je pense, très longtemps que les donneurs d'ordre, enfin, je l'espère en tout cas, ont pris conscience de cette dynamique de policier, que cette dynamique de policier ne marchait pas, ne fonctionnait pas pour un changement durable, un changement d'état d'esprit, un changement vraiment de corps à ces enjeux, que ce soit sociaux, environnementaux. Du coup, nous, on a mis en place depuis plusieurs années, depuis les années 2010, un système de notation qui est connecté donc, aux prises de commandes. Pour résumer et pour ne pas complexifier le schéma, on classe nos fournisseurs par 3 niveaux qui sont donc connectés à leur performance donc sociale et environnementale, mais également d'autres critères qui sont liés au business. Donc il y a une vraie connectique entre leur performance et leur évolution sur ces sujets-là et leur score final, et donc quand on parle de commande, c'est en termes de durée d'engagement. On parlait tout à l'heure de l'importance de voir à long terme et de ne pas avoir des prises de commande sur 1 an ou sur 2 ans, et donc du coup un manque de visibilité et une impossibilité d'investir dans des changements qui durent. Donc plus ils sont performants, plus on s'engage dans la durée, et plus ils sont performants, plus le volume de commandes augmente, donc les capacités de production également. Donc ça, c'est des éléments aussi qui sont essentiels pour créer une émulsion positive. Et aussi, le dernier élément que je voulais juste rajouter là-dessus, c'était que dans les pays de production, et ça c'est aussi une réalité sur laquelle je pense qu'on ne se rend pas forcément trop compte d'ici, c'est que quand on parle de sustainability, il n'y a pas de concurrence entre, il n'y a pas de concurrence entre marques déjà. On collabore moi je collaborais de très proche avec tous nos concurrents qui sont sur la scène retail, mais qui ne le sont pas sur la scène production, avec les ONG, avec les syndicats, je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin de ça, mais cette collaboration en fait, elle est réelle et elle est essentielle. Et pour ça, ça c'est quelque chose
on ne pense pas forcément qu'on est proches les uns les autres quand on est sur le terrain. Alors, merci Aurélie pour cet éclairage. Il nous reste 15 minutes. Donc là, l'idée, c'est... Alors, par exemple, prenons un sujet, puisque après l'évocation des démarches et de la façon, les moyens mis en œuvre, on voit que les dimensions sont diverses, que la relation avec le fournisseur et la qualité de la relation avec le fournisseur, elle est décisive. Malgré tout, on voit qu'en ce moment, par exemple, dans l'actualité, on ne peut pas ne pas évoquer la campagne aujourd'hui qui concerne la communauté ouïghour dans le Xinjiang en Chine, où le travail forcé, on évoque des mots graves autour de camps de concentration. Et il y a une campagne qui vise plus de 80 marques internationales sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien entendre, alors Nathalie aussi, tu peux intervenir sur le sujet, mais Aurélie et Nathalie, sur quels sont les enseignements que vous tirez de ce type de... Il ne s'agit pas de controverse, c'est quelque chose dont les éléments sont manifestement avérés. C'est quoi les enseignements que vous tirez comme, en votre qualité d'acteur de ce type de filière? Nathalie, est-ce que tu veux peut-être dans un premier temps Alors, moi, j'ai effectué un audit pour un client. Et tu as 2 minutes. Voilà, donc je me dépêche. Dans cette région du Xinjiang, qui est une région en Chine qui est la plus surveillée, voire la plus surveillée au monde, ça a été une immersion et une expérience vraiment à part. Pourquoi ? Parce que vous avez une reconnaissance faciale et des caméras toutes les 50 mètres, que dans la voiture qui vous emmène, vous avez des micros, que lorsque vous faites votre audit, votre passeport est confisqué par la police, que vous ne pouvez pas trouver de traducteurs qui viennent de cette région et que vous êtes obligé de le faire venir d'une autre région de Chine et c'est assez compliqué de le faire entrer sur le territoire. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une situation éminemment politique. Qui est complexe, sur lequel c'est difficile finalement de s'exprimer. L'usine que j'ai auditée d'un point de vue hygiène, sécurité, qualité, sociale, était plutôt très bien. Néanmoins, je n'ai pas pu mener cet audit dans des conditions normales puisque la direction, et il faut savoir que une grande majorité des entreprises qui sont dans cette région sont étatiques, donc avec une appartenance au Parti communiste très forte, et vous le voyez de toute façon quand vous rentrez dans les usines parce que chacun porte son brassard et certains sont félicités. Rappelons que c'est le cas dans tous les secteurs d'activité. Oui, mais pas que textile, en effet. Donc voilà, il y a une réalité de travail forcé, de vouloir clairement exterminer cette population. Et comme je le disais, je ne suis pas sûre que pendant cet audit qui a duré 5 jours, j'ai pu avoir les bonnes informations puisque on m'a interdit de faire des interviews avec les ouvriers. Sans la présence du management et on m'a signifié qu'il y avait 3 sujets à ne pas évoquer dans cette région qui étaient la religion, la politique et les droits de l'homme, sans quoi c'était une question de vie ou de mort. Donc bon voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que cette usine était quand même très bien et que c'est quand même du travail, c'est une rémunération, c'est des emplois maintenus. Pour ces ouvriers, il n'y a pas que des Ouïghours, il y a d'autres religions. Et voilà, donc quelle est la posture ? En fait, c'est une décision de gouvernance des donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, soit de se dire j'ai fait le nécessaire et je m'assure que les conditions sociales correspondent à nos engagements, à nos valeurs, mais nous, on veut soutenir ces emplois, cette économie, ou bien, quelque part, on soutient ces actions. Donc, je pense que c'est vraiment très compliqué, que ça appartient à chaque entreprise de se positionner. Alors, Aurélie, s'agissant de H&M, sur précisément ce sujet, cette controverse.
Du coup, pour ceux qui sont familiers du sujet ou ceux qui ont pu lire le rapport, qui a été publié il y a quelques mois, H&M fait partie des marques qui ont été ciblées comme étant en relation avec une usine en particulier de confection de tissus, donc située dans cette province du Xinjiang. Désolée pour la mauvaise prononciation. C'est très bien. Donc on a été ciblé comme marque. Je pense qu'il est important de rappeler. Donc on a pris position bien évidemment à partir du moment où on a eu ces éléments-là. Depuis 2013, on a été une des marques pionnières à être transparente sur notre chaîne de production. Donc, vous pouvez voir en ligne la totalité de nos fournisseurs rang 1 et rang 2. Donc, on a vraiment pas de problème de confiance par rapport à notre transparence. Donc, le sujet, il était comprendre pourquoi on avait été ciblé. Donc, nous sommes très confiants de dire qu'on n'a pas de relation commerciale avec l'usine en particulier qui a été listée dans cette province de Xinjiang, ni d'autres usines qui auraient pu ne pas être listées, ni de rang 1, ni de rang 2. Nous n'avons également, faut savoir que la province du Xinjiang est la plus grande productrice de coton en Chine. Donc bien évidemment, le risque est également là. Nous avons aussi, sur cet acheminement-là, cet approvisionnement-là, suspendu la totalité des approvisionnements du Xinjiang à partir du moment où le risque était même inconnu, mais c'est tellement compliqué de savoir que parfois il faut juste se retirer. Et il y a aussi un sujet de transfert, de programme de transfert de population, c'est-à-dire des minorités ouïghours qui pourraient être envoyées dans le reste de la Chine. Donc le problème ne se résume pas à cette province en particulier. Donc là aussi, on s'est assuré que tous les fournisseurs en Chine avec lesquels nous collaborons ne participent pas à ce programme de transfert. Cela étant dit, l'entreprise en particulier qui a été nommée, nous avons une relation commerciale avec la maison mère, qui n'est pas du coup l'usine en particulier. La question, il faut savoir aussi que le système dans l'industrie du textile et dans beaucoup d'industries, c'est que les maisons mères et les unités de production sont très détachées. Il est très 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 commun elles jouent plus un rôle d'investisseur que de manager. Donc il est très commun d'avoir des performances sociales et environnementales très différentes d'une usine à une autre, rapportant à la même maison mère. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très commun. Donc là, la question qui se pose, nous, aujourd'hui, c'est, bien évidemment, on a un dialogue avec cette maison mère, même si on n'a jamais opéré dans cette usine en particulier ou dans les usines qui sont à risque. Mais la question aujourd'hui se pose de, doit-on continuer une relation commerciale avec une maison mère pour lesquels il y a des risques de travail forcé et d'être complice de travail forcé des Ouïghours en particulier. Merci Aurélie. Je suis désolé, c'est vrai que notre format est tellement court que les choses sont difficiles à aborder en 1 heure. Vous voyez un petit peu les profondeurs de sujets sur lesquels nous sommes. Pour changer peut-être de registre, moi j'aimerais bien arriver sur le sujet du consommateur et vous entendre sur est-ce qu'à votre avis, il est envisageable qu'à moyen, court ou long terme, aujourd'hui c'est pas possible en tant que consommateur voulant acheter responsable, de s'assurer quand j'achète un produit textile, je suis garanti qu'il n'est pas associé à un certain nombre de violations de droits fondamentaux. Est-ce que le jour viendra où il sera possible, au moment de l'acte d'achat, d'avoir des garanties suffisamment fiable et crédible que quand j'achète ce produit et disposer d'une information lisible sur les performances sociales de la chaîne de valeur du produit textile que je m'apprête à acheter. Est-ce que c'est possible ça dans le court terme ça permettrait d'avoir quel type d'information? Est-ce qu'on irait jusqu'à la matière première? C'est quoi les limites d'un tel enjeu? Est-ce que dans 5 ans c'est possible ou ce sera mission impossible de toute façon? Les choses sont très complexes. J'aimerais bien vous entendre, et encore une fois très rapidement, que toutes les 4 peut-être vous évoquiez votre point de vue sur le sujet. Qui veut commencer? Alexia? Dans l'ordre,
Moi, j'ai juste une intervention rapide là-dessus. C'est au niveau de l'échelle. Nathalie en parlait tout à l'heure. Une petite entreprise, une petite marque ou un artisan n'a pas les moyens d'avoir un standard. Et donc une petite marque sera souvent mal notée sur une appli comme toutes les applis qui sont maintenant disponibles. Donc c'est un peu cette question de... En fait, finalement, cette notation, elle va favoriser des grandes marques qui mettent en place des standards là-dessus. Donc, moi, je suis plutôt pour une législation globale que une démultiplication de standards différents et qui ne va pas forcément favoriser la petite échelle. Voilà. Martine, est-ce que vous voulez... Oui. Moi, évidemment, je suis pas pour tous ces labels, parce que c'est beaucoup trop complexe. Et, et puis, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on va travailler sur la graine de coton, la semence de coton? Là, on est sûr d'avoir du travail des enfants, si ça se passe en Inde, par exemple. Est-ce qu'on va travailler sur la dernière couture? Est-ce que, je ne sais pas sur quoi, sur la confection, sur quoi? Et ensuite, sur quel sujet? Nous, on travaille sur le travail forcé et le travail des enfants parce que c'est systémique. Et parce qu'en travaillant au travers du travail des enfants, le travail forcé, on travaille en interne sur les RH responsables, sur le recrutement, sur les filières et puis sur les causes exogènes avec les pouvoirs publics, les ministères. Et c'est bien pour ça qu'on est en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères pour nous ouvrir les portes des ministères étrangers. Donc, c'est tellement complexe. Alors, ce que je vois, moi, sur le terrain, c'est que plus il y a des labels, plus il y a du travail forcé et du travail des enfants. Au dernier rang, c'est-à-dire qu'on sous-traite les risques de plus en plus. Moi, je n'ai pas vu d'évolution. Alors, je suis très négative, mais l'évolution, elle n'est pas au dernier rang. Et il y a aujourd'hui des populations invisibles. Et pourquoi il y a des populations invisibles? Parce que ça n'arrange pas les labels. On a aujourd'hui... en Asie, beaucoup d'entreprises qui sont à Global Compact, qui même sont reconnues par l'UNICEF alors qu'ils ont travaillé des enfants, qui s'adossent aux objectifs du développement durable, qui ont des consultants et ils ont en plus, et ils essaient d'avoir des bonnes notes à leurs audits au lieu de travailler sur le fond des choses. Donc c'est vraiment, vraiment, pour moi, même très négatif. Pareil, alors... Réponse super courte, même si c'est pour avoir un statement. Moi, j'aimerais quand même modérer le propos de Martine dans le sens où il ne faut pas stigmatiser toutes les usines partout dans le monde. En fait, c'est juste aussi une question de gouvernance, c'est-à-dire de dirigeants, et que vous avez des gens bien partout dans le monde. Il y a de très belles usines, et nous, on ne produit pas en Chine pour des raisons qui me regardent et d'un point de vue très philosophique. Que ce soit en Inde, en Chine, au Bangladesh ou dans d'autres pays, comme au Portugal, comme en France, vous avez de très belles usines avec de très belles valeurs et vous en avez qui sont en effet épouvantables. Mais je crois qu'on ne peut pas faire de généralité et que malgré tout, même si je suis d'accord que le chemin qui reste à faire est encore très long, il y a quand même des choses qui bougent et ça bouge grâce aux consommateurs qui mettent la pression sur les marques. Donc moi, oui, je suis plutôt pour un affichage social, mais en effet, ça dépend des critères que l'on choisit. Et on voit à quel point c'est compliqué sur l'affichage environnemental aujourd'hui, parce que quelqu'un du luxe n'a pas les mêmes critères qu'un Décathlon, par exemple. Et sur le social, mais néanmoins, c'est des sujets qu'il faut quand même traiter et sur lesquels il faut porter beaucoup d'attention. Bon, j'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'on donnera un affichage sur les produits textiles. Est-ce que Aurélie, très rapidement, après je voudrais un dernier point soulevé avec vous, mais... Non, mais alors du coup, très rapidement, Pardon ? Que je ne suis pas contre, c'est sur le système en fait. Oui, tout dépend des critères. Non, je pense que c'est essentiel, l'affichage environnemental et social pour le consommateur. Il est perdu dans tous ces labels. C'est très très important qu'il y ait une transparence jusqu'au consommateur et donc bien évidemment on travaille là-dessus depuis plusieurs années. Donc je pense que
si la question c'est quand ça arrive, c'est très bientôt, je pense. Après, l'environnement a avancé beaucoup plus rapidement que le social, puisque les États ont pris un certain lead, que l'industrie a pris un lead social avant les États. Donc, voilà. Cela dit, il faut que l'Union européenne le valide d'ici 18 mois et que aussi au niveau français, il y a des présidentielles qui vont passer. Enfin, tout ça, c'est aussi éminemment politique. Et on voit que dans le plan de relance qui a été annoncé, la transition écologique est essentiellement liée sur le bâtiment, sur certains secteurs, mais le textile est quand même une industrie oubliée, si ce n'est la relocalisation de notre industrie en France. Et wait and see, quoi. J'ai une autre question. Qui doit prendre en charge le coût de la vigilance, si on peut l'appeler comme ça, hein? C'est quoi? C'est le producteur? C'est le fournisseur? C'est le consommateur? Alors, une réponse courte. En fait, moi, je dirais juste une chose, c'est qu'on sait que notre industrie textile, depuis 10 ans, va mal. Entre 2000 et 2015, la production des vêtements a doublé, alors que dans le même temps, les prix ont chuté et qu'aujourd'hui, en France, la plupart des acteurs ne savent pas vendre un produit textile à moins de 50 ou 70%. Donc, c'est des business models qui ne tiennent plus. La marge brute est un système de réflexion qui est obsolète. Donc, il faudrait repenser la valeur d'usage d'un produit et son vrai prix, et à l'intérieur intégrer ce coût environnemental et ce coût humain et sensibiliser les consommateurs juste sur un prix juste. Moi, c'est vraiment ma vision des choses et je pense que le Covid a accéléré cette réflexion et j'espère que collectivement comme individuellement, cette prise de conscience et ces achats, puisque à chaque fois qu'on achète un produit, on donne notre avis, que les choses vont bouger. Et voilà, donc cette notion de... Je vais vous dire, dans tout, je pourrais vous donner des tas d'exemples, on revient toujours au prix. Toujours, toujours, toujours. Et c'est aussi aux gouvernances des entreprises françaises de donner un vrai management à leurs équipes pour qu'elles puissent intégrer ces critères RSE. Parce que quand vous avez des équipes qui sont margées sur l'objectif de marge, sans prendre en considération la RSE, moi je comprends très bien que le ou la chef de produit a envie d'avoir sa prime à la fin de l'année. Et voilà, donc c'est pas la peine d'afficher de bonnes intentions si derrière vous ne donnez pas les moyens aux équipes de faire leur job, et parce que c'est eux qui sont dans l'opérationnel et apportent les solutions sur le terrain. Aurélie, un avis sur le coût de vigilance, il est répercuté où finalement? Comment ça pourrait se passer dans la vie idéale pour être efficace sur le terrain, pour améliorer les conditions de travail dans la chaîne de valeur? Aujourd'hui, il est partagé entre les donneurs d'ordre et les opérateurs, donc les usines ou les agriculteurs, si on parle des champs de coton en particulier. Aujourd'hui, donc, il est vraiment partagé. Et la question, on parlait tout à l'heure des coûts des labels et des coûts des certifications. En effet, c'est un vrai sujet. D'où l'importance aussi pour les marques de parler un seul et même langage et ne pas trop s'éparpiller dans le langage en termes d'attente et de certification, pour justement ne pas multiplier ces certificats qui ont à la fin le même impact. Pour une seule usine va acheter plusieurs certificats pour satisfaire plusieurs donneurs d'ordre, alors que l'impact en lui-même reste le même. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, une volonté de l'industrie, et quand je dis l'industrie, c'est une majorité de grands acteurs et d'émetteurs en marché sur le sujet, s'allient pour justement parler un seul et même langage en termes de performance sociale et environnementale, pour éviter ces coûts supplémentaires des opérateurs et puis être efficace en termes d'impact, parce qu'à la fin, c'est de ça dont on parle. Bon, je suis désolé, c'est très frustrant, hein, de notre côté aussi, hein, toutes et tous sur des formats aussi courts, ce qui ne permettent pas de rentrer dans un degré de détail qui est requis pour tous ces grands facteurs de complexité qu'on vient d'évoquer. Comment un acteur comme H&M peut exercer son influence positive à impact sur une chaîne de valeur? Eh bien, le faire tout seul, ça ne suffit sans doute pas. Donc s'associer, être en coopération avec même des compétiteurs, c'est ça peut-être la piste. Est-ce qu'on fait de l'influence auprès des autorités publiques pour modifier les législations sur le terrain? Donc là, vraiment, évidemment, on n'a pas pu rentrer dans tout ce degré de détail. Ce que je vous propose, c'est peut-être de poursuivre les échanges pour qui veut. Je regrette, et moi le premier, je trouve ça hyper frustrant quand il y a une table ronde et qu'on ne donne même pas la parole à la salle pour poser des questions. M'en voulez pas trop. Parce que là, je crois qu'en fait, on a un clap de fin et on doit mettre fin à cette table ronde. Merci encore une fois à toutes les quatre pour cette contribution.
Non.